Amis de l'obsolescence programmée, bonjour. Obsolescence programmée, voici un terme qu'on emploie de plus en plus un petit peu partout et malheureusement, à ce que j'ai pu constater, un petit peu à tort et à travers. Et aujourd'hui, ben voilà, j'ai décidé de vous faire, une fois n'est pas coutume, encore une petite causerie, alors pas au coin du feu, au coin du labo, hein, un petit peu comme j'avais fait sur l'intelligence artificielle. L'obsolescence programmée, ça fait partie un petit peu de ces sujets ce que j'appelle un peu à troll, hein, avec le Linky, les énergies surunitaires, enfin tous ces machins-là. Et sur ces sujets, hein, on retrouve généralement trois sortes de réactions, on va dire, un petit peu. Hein, ceux qui sont, je veux dire, à fond dedans, qui sont généralement un petit peu assez adeptes de la théorie du complot et tout. Oh là là, on nous cache des choses, c'est forcément vrai, c'est ces salauds de capitalistes. Et donc sur ces sujets, bah, on retrouve souvent, je veux dire, des gens, hein, de plus en plus, hein, même, je trouve ça un petit peu déplorable, qui sont à fond dedans, qui répètent et propagent en boucle des choses qui n'ont jamais été vérifiées, qui à la limite ne cherchent même pas à comprendre quoi que ce soit. Et voilà, ils sont plus dans le domaine de la foi que de la science quelque part. Moi, je les appelle les I want to believe. C'est des gens qui veulent croire. Alors que ça soit positif ou négatif, hein, ceux qui vont dire ouais c'est super vrai, c'est certain, et ceux qui vont dire c'est des conneries. Et je trouve ça toujours un petit peu dommage parce que je pense que c'est pas nuancé. Et souvent, bah, on a perdu finalement toute capacité de réflexion. Moi, je suis, comme je dis, une sorte d'éternel agnostique. Moi, je ne sais pas ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai. Et je veux dire, maintenant, on a tellement d'informations, tellement de sources d'informations, mais qui sont toutes finalement invérifiables. Je ne sais pas exactement ce qui est vrai ou pas vrai. Par contre, ce que je sais, c'est que j'ai quand même une capacité de raisonnement et que ça me permet d'essayer de réfléchir un petit peu à tout ce que je lis, à tout ce que je vois, pour essayer d'en déduire à un moment donné non pas des vérités, mais je veux dire un instant T, une opinion qui vaut ce qu'elle vaut, qui est susceptible bien sûr d'évoluer selon ce que je vais lire ou pas lire, ou apprendre, ou entendre. Tout ça à la fin, hein, non pas pour avoir des certitudes, hein, moi comme je dis toujours, hein, la seule chose dont je suis sûr, c'est que je suis sûr de rien. Donc cette vidéo d'aujourd'hui, elle n'est pas du tout là pour vous dire voilà ce qui est vrai, voilà ce qui est pas vrai, elle est juste pour vous donner en fait des pistes, hein, des éléments de réflexion. Je voudrais les partager avec vous, ce qui vous permettra aussi justement de vous faire votre propre opinion. Le petit rappel, c'est quoi l'obsolescence programmée? L'obsolescence programmée, hein, c'est un terme qui désignerait le fait que certains industriels prendraient comme critère de conception le fait que certains appareils ne doivent pas durer plus d'un certain temps et seraient faits pour carrément tomber en panne ou ne plus fonctionner après une période donnée. Et ceci pourquoi? Bah pour en vendre plus. C'est sûr que si on vend un frigo qui dure 30 ans, pendant 30 ans, on va pas vendre de frigo, et c'est pas forcément ce qui est intéressant pour une usine qui fabrique et vend des frigos. La tentation peut être grande en effet pour ces industriels de se dire bah on va tout faire pour que ça dure quand même au minimum le temps de la garantie, parce que là ça va leur coûter des sous, mais que voilà, derrière ça dure pas forcément longtemps. Alors, c'est vrai que c'est un raisonnement qui peut se tenir, mais on va voir que dans bien des cas, finalement, il ne tient pas la route ce raisonnement, et je vais vous expliquer pourquoi. Alors déjà, pour une raison toute simple, qui est un petit peu la loi de Moore, déjà, posez-vous une question. Regardez dans les 10 dernières années, le nombre de choses que vous avez changées, c'est-à-dire vous avez soit jeté, soit revendu, soit arrêté, je dirais, d'utiliser, alors qu'il fonctionnait très bien. Et vous allez percevoir qu'il y a énormément de choses. Personnellement, moi je sais que tous les PC que j'ai changés depuis des années, je ne les ai pas changés parce qu'ils étaient tombés en panne. Je les ai changés parce qu'ils ramaient. Les télés, quand vous avez jeté vos vieilles télés cathodiques, je pense que la plupart d'entre elles fonctionnaient très bien. Mais un écran plat, c'est quand même beaucoup mieux, ça prend moins de place, l'image est meilleure, et ainsi de suite. C'est-à-dire qu'en fait, maintenant, on a un tel rythme d'évolution qui fait que de toute façon, il y a des appareils qu'on change alors qu'ils fonctionnent très bien. Et ça, c'est pas réellement de l'obsolescence programmée. Je veux dire, je pense même que le constructeur, quand à un moment donné, il a fabriqué un PC en se disant, je vais faire un PC au mieux de la technologie actuelle, il s'est pas dit, je vais tout faire pour qu'il rame dans 3 ans parce que les choses vont évoluer. Non, en fait, hein, c'est des appareils qui, à un moment donné, sortent, on va dire, dans l'état de l'art de la technologie, mais comme ça évolue très vite, eh ben, ils deviennent très vite périmés et on les change pour ça. Donc là, c'est pas réellement de l'obsolescence programmée. Alors, on pourrait se dire, oui, mais bon, peut-être que les développeurs, machin, font pas. Je crois que les développeurs, ils font surtout pas gaffe aux ressources. Enfin, ça, c'est. Je ferai peut-être un jour une vidéo là-dessus. C'est un autre problème. C'est vrai qu'il y a un gâchis de ressources informatiques qui est phénoménal, mais je pense pas que ce soit le fait des constructeurs du tout.
Donc voilà, dans le fait que finalement il y a des choses qu'on garde pas longtemps, si on regarde bien, c'est pas tellement du fait de l'obsolescence. Après, il y a une autre raison qui fait ça aussi, c'est, on va dire, quelque part la complexité. C'est vrai que dans le temps, on se dit, ah ouais, moi mon frigo, dans le temps, il a duré 30 ans. Bah ouais, c'est vrai qu'il a duré 30 ans. Mais il était fait avec des matériaux, je veux dire, de l'époque, et souvent des systèmes qui étaient relativement simples. Maintenant, il faut reconnaître que si on regarde la complexité d'un frigo maintenant, hein, même un simple frigo, bah, dedans il y a de l'électronique, il y a donc des alimentations, enfin, je veux dire, c'est quand même plus complexe, c'est un système qui est plus complexe et potentiellement plus soumis à vieillissement et à avoir des pannes. Donc il y a aussi un petit peu ça qui fait ce phénomène. Et ça, comme on peut le voir, c'est pas vraiment dû à de l'obsolescence programmée. On va dire c'est lié à notre système, à notre environnement technologique qui est en perpétuelle évolution. Et là aussi, on peut se poser des questions. Est-ce que c'est vraiment mieux? Est-ce que ce nouveau frigo connecté qui fait papa-maman, il est réellement mieux que le vieux frigo d'antan qui durait 30 ans? Mais encore une fois, c'est un autre débat. C'est pas le but ici de la vidéo. Moi, personnellement, j'ai conçu des systèmes pour des industriels, hein, donc suivant le cahier des charges, enfin, moi et d'autres collègues. Ce que je peux témoigner de mon expérience personnelle, c'est que jamais, jamais dans le cahier des charges, on m'a dit ouais, Philippe, en même temps, arrange-toi pour que dans 3-4 ans, le machin il tombe en panne, ça nous arrangera, on en revendra d'autres. Jamais, jamais j'ai eu ce genre de demande. Par contre, ce que j'ai eu comme demande, c'était des critères de coût. C'est-à-dire, arrange-toi pour que ça coûte le moins cher possible. Un industriel va toujours s'arranger pour fabriquer au moins cher possible, parce que derrière, de toute façon, ça ne peut qu'augmenter sa marge, et puis en même temps, il va être concurrentiel. Donc ça, oui, j'ai aussi eu des critères de coût vraiment très chiffrés, même draconiens, du style, arrange-toi pour que ton appareil, il ne coûte pas plus de 50 francs l'unité, parce que, voilà, ça faisait vraiment partie du cahier des charges. Or, quand à un moment donné, on a des critères de réduction de coûts, et bien sur quoi on va jouer? Si à un moment donné, alors on peut jouer sur les caractéristiques, des choses comme ça, mais enfin ça aussi c'est aussi imposé dans le cahier des charges. Et c'est vrai qu'à un moment donné, on peut jouer sur la qualité, et aussi la qualité un petit peu à long terme. Mais c'est souvent pas fait réellement dans cette optique-là. Par exemple, je donne un exemple tout bête, un condensateur, on calcule que pour être bien, il faudrait mettre je sais pas, un 1000 micro 25 volts, mais on va mettre un 1000 micro 16 volts. Parce qu'on va dire, bah voilà, ma tension est de 15 volts, c'est pile poil, ça va le faire. Alors on va dire, c'est pas énorme comme coût, mais gagner 50 centimes d'euros sur une fabrication de 100 000 pièces, le coût il n'est pas négligeable. Donc voilà, on va faire des choix comme ça, ou des choix d'implantation, de se dire, bah voilà, pour X raisons, on va plutôt placer ça à cet endroit-là. C'est vrai que au niveau de la longévité, c'est pas très malin d'avoir mis un condensateur à côté d'un radiateur, mais est-ce qu'on l'a mis à côté du radiateur pour qu'il crame et qu'il dure pas longtemps? Non, je pense pas. On l'a mis pour d'autres raisons, et c'est vrai que le critère que ça fait qu'il va pas durer très longtemps n'était pas pris en compte. Et ça, c'est plutôt ce que j'ai toujours vu par rapport à ça. Et malheureusement, on m'a très rarement demandé, au contraire, de faire des choses qui soient faites pour durer. C'est-à-dire que dans le cahier des charges, il n'y avait pas, disons, ça serait bien qu'en plus ce truc, il dure si possible 10 ans. Non, et ça serait peut-être bien qu'on le rajoute dans le cahier des charges. Mais encore une fois, après, c'est un problème de modèle économique, des choses comme ça. Mais enfin voilà. Donc, mais au moins, donc, ce que je peux témoigner personnellement, moi et mes collègues, on n'a jamais eu ce genre de demande précise. Mais maintenant, supposons que ce soit le cas. Hein. Il n'y a pas longtemps, hein, moi, j'ai eu un appareil de grande marque là, qui est tombé en panne peu après la garantie. J'ai eu des tas de commentaires, ouais, obsolescence programmée, comme par hasard, ça tombe pile poil après. Et tout. Mais à la limite, j'y crois pas 2 secondes. Et je vais vous expliquer pourquoi. Déjà, supposons que ça soit le cas. Ces grands constructeurs d'appareils de mesure, par exemple, c'est un domaine que je connais, c'est des industries qui, à un moment donné, vont mettre en place des process, des usines, des choses comme ça, pour fabriquer des appareils à des milliers d'exemplaires. Ils ne sont pas tout seuls, les gens qui travaillent là-dedans. C'est-à-dire que pour vouloir programmer ce genre de choses, déjà, ça mettrait dans le coup un maximum de gens qui, quelque part, je pense, aurait du mal à garder un secret, parce que je veux dire, ça serait pas tellement bon que ça se sache, quoi. Donc, c'est déjà un petit peu difficile. Puis en même temps, il ne faut pas oublier que ces usines, souvent, elles ont des audits. Hein, elles sont obligées, pour pouvoir respecter des normes, les ISO, machin, et ainsi de suite, d'avoir des audits par des gens extérieurs, donc il faudrait planquer ça et tout. Donc c'est quand même relativement difficile. Alors c'est vrai que le scandale qu'on a vu là sur les mesures du diesel et tout montre que même des grosses boîtes comme Volkswagen peuvent éventuellement faire des bidouilles, des machins comme ça. Je dis pas que ça n'existe pas, mais c'est quand même relativement difficile. Enfin bon, allez, continuons le raisonnement. Admettons qu'en effet, ouah, c'est super, tout a été calculé pour qu'un an après la garantie, ça se bousille.
Si c'était le cas, je veux dire, on le verrait vite fait, parce qu'on est bien d'accord que si un constructeur comme ça fait ce genre de choses, c'est pas sur un ou deux appareils, ça n'aurait pas de sens, je veux dire, ça va leur rapporter que dalle. Ça veut dire que sur la majorité des appareils, mettons, il serait fait pour tomber en panne, on va dire, au moins dans l'année ou les 2 ans qui suivent la fin de garantie. Et si c'était vraiment le cas, eh ben on le verrait, je veux dire, sur le nombre d'appareils. Par exemple, la panne que j'ai eue sur mon voltmètre, là, moi j'ai cherché sur internet, j'ai cherché beaucoup, j'ai trouvé un gars qui apparemment avait une panne qui avait le même symptôme. Donc ça veut dire que, voilà, par rapport à ce qu'on peut voir hein, sur internet, il n'y a que 2 appareils qui ont cette panne-là. 2 appareils sur les milliers qu'ils ont produits, voilà, c'est pas significatif. Ça peut être significatif d'un potentiel défaut dans certains cas, mais enfin, je veux dire, c'est peanuts. Si tous ces voltmètres-là, dans l'année qui suit la fin de garantie, tombent en panne, je veux dire qu'on le verrait sur Internet. Puis en même temps, ce sera sans doute la même panne, parce que alors après, ça commencerait à être vicieux d'aller faire un soft qui ferait des pannes complètement différentes et tout. Donc voilà, rien que ça prouve que ça n'a pas de sens. Quand vous parlez d'obsolescence des fois programmée, cherchez un peu sur Internet et dites-vous que si, sur les milliers d'appareils produits, si c'était vraiment le cas, il y aurait des milliers de pannes à peu près dans ces délais-là. On ne le constate pas. Donc c'est pas vraiment comme ça que ça se passe. Par contre, après, il y a des pannes qui vont devenir récurrentes, mais je pense pas que ce soit programmé. Encore une fois, j'ai fait une vidéo sur un congélateur, là où j'ai changé un condensateur. Il y a pas mal de gens qui m'ont dit, ah oui, on a eu la même panne, on a eu le même problème. Ouais, parce que ce condensateur, il était arrivé en fin de vie. Mais je pense pas, encore une fois, que Whirlpool s'est amusé à dire, ah, on a tout calculé pour mettre ce condensateur-là, pour qu'il tombe en panne. C'est des pannes qui sont arrivées déjà dans des durées de vie qui étaient assez longues, hein, généralement 10 ou 15 ans, et je veux dire, qui sont tout à fait dans la durée de vie normale d'un condensateur de ce style-là. Encore une fois, je ne pense pas que ça soit directement quelque chose de voulu par les constructeurs, mais on va dire, c'est quelque chose qui est de l'usure normale. Tout s'use, les voitures ça s'use aussi, enfin tout système qui fonctionne, qui dépense de l'énergie, potentiellement il chauffe, donc surtout des condensateurs électrochimiques, il y a des phénomènes chimiques qui font qu'ils vieillissent. Je ne pense pas que ça soit quelque chose d'éminemment calculé. Maintenant, je veux dire, faut pas non plus, dans l'autre sens, dire que tout est beau, que ça n'existe pas. Dans tout panier de pommes, il peut y avoir des pommes pourries. Et je me faites pas dire que j'ai pris l'exemple des pommes avec des arrière-pensées. Mais ce qui est sûr, c'est que, voilà, c'est sûr que la tentation peut être grande. Peut-être qu'il y en a qui ont fait des choses comme ça, surtout sur des systèmes un petit peu logiciels, ou suite à des mises à jour et des trucs, on peut faire des bidouilles. Et encore une fois, je pense pas que ce soit la majorité des entreprises qui font ce genre de choses. En même temps, enfin, déjà si ça se savait, ça serait très mauvais pour leur image. Pour le faire, à bout d'un moment, ça impliquerait beaucoup de salariés, des gens qui, une fois qu'ils quitteraient l'entreprise, forcément en parleraient, tout ça. Donc voilà. Encore une fois, c'est simplement pas, je pense, la majorité. Et puis de toute façon, cette obsolescence programmée, si on regarde bien, elle est dans la nature. Dès qu'on vient au monde, dans nos gènes est programmé notre fin, malheureusement. Voilà. Dès la naissance, on sait qu'on va durer entre 60 et 100 ans si tout se passe bien. Et c'est aussi programmé directement. Donc est-ce que notre créateur aurait fait de l'obsolescence programmée en disant bon allez hop, il va falloir renouveler le parc de temps en temps là, parce que au bout d'un moment, ils deviennent trop cons. J'en sais rien, mais enfin, voilà, c'est aussi une réflexion à la limite qu'on peut faire. Donc voilà pour cette vidéo, peut-être un petit peu longue. Mais encore une fois, mon but n'est pas de vous dire ouais c'est vrai, c'est pas vrai ou pas, mais voilà, de partager avec vous ces éléments de réflexion pour vous dire que l'obsolescence programmée, c'est quand même pas si fréquent que ça, à mon avis, et que, encore une fois, comme je viens de le dire, les causes qui font que nos appareils ne durent pas très longtemps, elles sont autres, elles sont multiples. Maintenant, ça n'empêche pas de se dire que c'est un modèle de surconsommation qui est en effet très mauvais et qui malheureusement nous mène à notre perte. Mais c'est pas réellement dû à ça, c'est tout le système. Hein, encore une fois, si dès le départ, on mettait des contraintes pour dire au contraire, faisons des appareils qui sont faits pour durer, qui sont faits pour être facilement réparables, ouais, là on pourrait. Actuellement, quand on change un PC parce qu'il rame, on change généralement tout, c'est complètement con. Généralement, la lime elle marche, le boîtier il marche, le lecteur de DVD il marche. Je veux dire, on pourrait changer beaucoup moins. Mais voilà, après ça c'est un autre problème, c'est le modèle, ouais, faire ça pour le coup ça va coûter cher, donc ça va plus vite de tout balancer, et ainsi de suite. Mais encore une fois, c'est pas exactement le même débat, hein. Moi, mon but ici c'était vraiment de parler
de ces problèmes d'obsolescence programmée. Et dans ce domaine comme dans d'autres, hein, je ne peux que vous conseiller justement de faire marcher un petit peu votre cerveau, de raisonner et souvent, comme on le voit, il suffit simplement de certaines théories, remettre un petit peu à plat, de se dire et si c'était vrai, qu'est-ce que ça ferait, pour s'apercevoir que souvent elles tiennent pas la route simplement avec du simple bon sens, il n'y a pas besoin d'aller chercher midi à 14 heures. Et comme sur l'excellente chaîne AstronoGeek, que je vous conseille, où lui aussi essaye de lutter aussi à sa manière contre toutes ces théories paranoïaques et complotistes qu'on voit fleurir un petit peu partout, soyez si RoboGeek. Non, non, Maurice, pas de blague de Maurice, là c'est une vidéo sérieuse. Alors, et arrête de me menacer avec ce tournevis, là t'es ridicule. S'il y avait vraiment de l'obsolescence programmée, tu devrais être mort depuis longtemps, toi, vivement Maurice V2.